Bon, on va parler d'Amérique avec Cole Stengler. Attention de ne pas se tromper dans les lettres. C'est le Miroir américain. C'est paru aux arènes. Bonjour Cole. Bonjour. Alors, vous êtes franco-américain. Vous êtes journaliste, vous êtes aussi reporter. Enfin, vous intéressez surtout quand même à ce qui est l'Amérique, peut-être pas celle qu'on voit dans les films et à la télévision, mais aussi ce livre ici, quelque part, c'est un peu le comparatif de l'évolution de la France, puisque vous y vivez, et des États-Unis. Mais par extension, on pourrait mettre ça sur l'Europe entière, parce qu'on peut-être pas tout à fait en Belgique francophone, on n'a pas de parti d'extrême droite, mais sinon un peu partout en Europe, on voit la même montée des extrêmes en tout cas. Oui, c'est un livre que j'ai commencé à écrire parce que en tant que correspondant en France pour la presse anglophone, je suis habitué à couvrir la politique française. Et il y a des choses que je vois en France qui me font beaucoup penser à ce que j'ai déjà vu ou vécu aux États-Unis. Donc c'est un peu ça l'idée de départ. Et en effet, ce que je montre, enfin ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est d'expliquer la montée de l'extrême droite aux États-Unis. Donald Trump, évidemment, fait partie, mais il y a un mouvement derrière lui, il y a une grande coalition électorale derrière lui. Qui est même plus inquiétant, je trouve. Oui. Donald Trump, finalement, il faut se rappeler qu'il y a eu d'autres présidents avant lui, d'autres politiciens avant lui qui jouaient qui ont pris des concepts qui étaient souvent en marge de la vie politique, qui ont contribué à les rendre plus mainstream. L'obsession avec l'immigration, par exemple, ce qu'on appelle aux États-Unis le nativisme, c'est l'idée selon laquelle l'immigration serait au cœur de tous les maux possibles. Ça commence pas avec Donald Trump, par exemple. Pour un pays d'immigration, c'est quand même un comble. Oui, pour un pays d'immigration, comme la France d'ailleurs. Plein de pays, je veux dire. Mais l'Amérique singulièrement, parce que les États-Unis, jusqu'à l'arrivée des premiers colons, des Vikings, des Néerlandais, qui étaient les premiers arrivés, je pense, il y avait les Premières Nations, mais tous les autres sont arrivés de chez nous, en fait. Oui, et puis ce qui est terrible aussi avec l'histoire du nativisme, c'est cette idée que l'immigration est le problème de tout. C'est une idée qui surgit vraiment à la fin du 19e siècle. D'abord, ce sont les protestants anglo-saxons qui voulaient défendre l'identité nationale, qui pour eux étaient les WASP. Mais au fur et à mesure, quand les Irlandais sont arrivés, quand les Européens du sud de l'Europe, les Italiens sont arrivés, quand les Européens de l'Est sont arrivés, les Polonais, etc., tout le monde, il y a ce nativisme aussi et malheureusement un peu un marqueur d'identité aussi. Ça fait partie de son intégration quand on commence à se dire en tant qu'immigré qu'il ne faut pas qu'il y ait d'autres immigrés qui viennent, on devient aussi moi j'ai eu la chance, j'ai fait mon trou, maintenant c'est bon quoi. C'est un peu ça la mentalité. Et on le voit aussi avec aujourd'hui les électeurs républicains, il ne faut pas exagérer non plus, mais il y a une bonne partie de la communauté latino, enfin la communauté, les électeurs latinos qui ont voté Donald Trump, pas une majorité, mais qui ont voté Donald Trump parce que en Floride on le voit bien, c'est les anticastristes en fait, c'est des anciens, des immigrés cubains qui veulent tout ce qui vient de la gauche ou qui pourrait être assimilé à la gauche, c'est un gros mot, c'est le mal quoi. Oui, en Floride c'est spécial, il y a vraiment cette hostilité envers tout ce qui serait en lien avec le socialisme, mais on l'a vu aussi au Texas par exemple, sur la frontière où il y avait des latinos qui historiquement votaient démocrates. Cette fois-ci, ont voté Trump. Ils ont voté pour le mur, quoi. C'est un peu ça le comble. Alors, vous remettez ça en perspective avec ce qui se passe en France, avec la montée du Rassemblement national, et vous expliquez que c'est pas tant un problème, comment dirais-je, de race ou d'ethnie, c'est surtout finalement, c'est un problème social. Ce sont des zones qui se sentent déclassées, qui n'ont pas bénéficié de la mondialisation et qui se rebellent, quoi, quelque part. C'est la même chose aux États-Unis et en France pour ça. Je pense que c'est à la fois, on peut dire, il y a ces raisons sociales, mais il y a aussi, je pense qu'il ne faut pas nier non plus le côté xénophobe et nativiste. Les deux fonctionnent ensemble, c'est-à-dire les gens qui ont souffert de la désindustrialisation, qui sont frappés par les dégâts de la mondialisation finalement, ils sont souvent dans des situations précaires d'un point de vue financier, et dans ce contexte-là, ils sont plus enclins à... on a besoin d'un bouc émissaire, quoi. À chercher des boucs émissaires, et ça, c'est un phénomène qu'on voit documenté dans les sciences sociales. Donc, j'hésite à dire que on ne peut pas dire que c'est que pour des raisons sociales. Quand on veut voter pour quelqu'un qui dit qu'il veut j'ai pas besoin de retisser toutes les phrases de Donald Trump, à un moment, vous dites ce discours-là, je suis OK pour, je tolère. Voilà.
Et là où votre livre est intéressant, c'est que vous faites vous le mettez en miroir aussi au sein même de la société américaine, en expliquant que finalement, il y a beaucoup de gens qui votent pour ces nouveaux républicains qui n'ont pas grand-chose à, enfin, je trouve qu'ils n'ont pas grand-chose à voir avec les anciens républicains qui, pour rappel, étaient quand même ceux qui étaient qui voulaient abolir l'esclavage, hein. Historiquement, les républicains, donc autre chose que ce qu'on imagine aujourd'hui. Et c'est des gens qui sont généralement pauvres, qui n'ont pas de couverture sociale et qui votent pour ces républicains, qui veulent surtout pas qu'ils puissent, comment dirais-je, s'en sortir mieux, quoi. Oui. Alors qu'ils devraient voter démocrate et avoir envie d'avoir la sécurité sociale. Non, c'est une grande question, mais je pense que ce que les républicains ont réussi à faire, c'est d'insister sur ce qu'on appelle aux États-Unis les guerres culturelles. Ouais. C'est-à-dire, on va trouver des sujets très clivants, des sujets liés aux valeurs, à la vision qu'on a du pays, et on va parler sans cesse on voit ça avec l'avortement, qui est le sujet qui est devenu un peu le sujet central chez les républicains. L'avortement, les armes à feu aussi. Ouais. À un moment, c'était l'opposition au mariage homosexuel. Maintenant, c'est tout ce qui est les droits des personnes trans. Et les républicains, ils ont un autre avantage énorme quand ils mettent l'accent sur ces guerres culturelles. Ils ont des millions d'électeurs chrétiens évangéliques qui pensent réellement qu'il y a une guerre spirituelle en cours et qu'il faut sauver l'âme de l'Amérique, mais vraiment au sens pur, au sens littéral du terme. Et les évangéliques sont le moteur, si vous voulez, de cette offensive culturelle. Mais c'est aussi voyant que ça ne l'est aujourd'hui, c'est quand même relativement récent. Je veux dire, historiquement, si on remonte dans les années 80, c'était pas aussi voyant, pourtant ça devait déjà exister. Oui, c'est vraiment pendant les années 80 que vous avez ce qu'on appelle, à l'époque, c'était la moral majority, la majorité morale qui soutenait Ronald Reagan. Donc on voit émerger cette vision politique des évangéliques dans les années 80, et puis ça prend des proportions encore plus importantes dans les années 90, et puis on l'a vu aussi avec George Bush, fils du président, qui lui dit lui-même que Jésus-Christ a sauvé la vie, que lui se considère comme évangélique, et qui a dit aux évangéliques, vous êtes les bienvenus au Parti républicain. Ouais. Et donc ça n'a pas commencé avec Donald Trump. Par contre, aujourd'hui, Trump, c'est l'allié absolu des évangéliques parce qu'il le voit comme quelqu'un qui défend leurs objectifs politiques. Mais George W. Bush, je voyais des vidéos circuler sur Internet aujourd'hui de certaines de ses déclarations qui datent même, je pense, il y a une dizaine d'années déjà maintenant, où on le voit assis devant un parterre d'étudiants expliquer que tous les mots en isme sont dangereux, que le nativisme c'est dangereux, qu'il faut faire attention de ne pas retomber dans ces travers-là. Donc, c'est devenu un saint, subitement, depuis qu'il est plus président. C'est ça qui est assez intéressant à voir, c'est la transformation de son image. Ouais. Il ne faut pas oublier non plus, on parle beaucoup de l'unilatéralisme de Donald Trump, il ne faut pas oublier la guerre d'Irak, guerre unilatérale proclamée contre l'avis des Nations Unies. George Bush qui voulait ne pas signer l'accord de Kyoto sur le climat. On a vu aussi les soutiens républicains, comment ils voulaient mettre fin au décomptage des voix, du voix en Floride dans l'an 2000. Donc, vous avez quand même un peu des éléments précurseurs de Donald Trump déjà avec le président Bush. Oui, on fait beaucoup font remonter aussi je dirais le chemin un peu déviant à Ronald Reagan. Pourtant, quand on regarde certaines déclarations de Reagan, c'est quand même lui, je pense, qui avait protégé l'avortement en Californie. Il était contre les droits de douane en expliquant qu'à court terme, ça pouvait paraître être une bonne solution, mais que sur le long terme, c'était une catastrophe. Or, Trump se revendique de lui aussi, donc ce qu'il a laissé dans l'histoire est un peu dévoyé. Oui, Reagan, c'est un modèle d'un côté, mais c'est aussi clairement Donald Trump est en train de rompre avec une certaine vision du qu'on appelait néolibéralisme. Il faut dire qu'à l'époque, on avait un ennemi commun, c'était le communiste. C'est vrai. Mais c'est clair, c'est vrai aussi qu'il y a même ce que fait Donald Trump avec les droits de douane n'est pas complètement soutenu par tout le Parti républicain. Donc on a ces éléments un peu réticents, mais qui votent quand même républicains, qui soutiennent l'administration républicaine. Mais c'est ce que je dis toujours, il faut pas oublier le fait que on est en train de parler d'une vaste coalition finalement républicaine avec des intérêts différents, avec des objectifs différents, avec des tensions et des contradictions aussi. Ouais. Ça parle beaucoup de médias aussi dans votre livre parce que ce miroir de l'Amérique, c'est aussi d'un côté de l'Atlantique Fox News, qui est une chaîne dont on a beaucoup parlé, même si je pense qu'aujourd'hui c'est pas la plus
terrible, c'est pas la plus extrémiste qu'on puisse trouver. Il y a pire encore. Aujourd'hui, oui. Oui, voilà. Et du côté français, il y a CNews qui est régulièrement sur la sellette parce que voilà, c'est plus une chaîne d'opinion qu'une chaîne d'information aujourd'hui. Non, mais c'est clair que Vincent Bolloré, donc le milliardaire conservateur français qui a lancé CNews, clairement s'inspire, à mon avis, du modèle de Rupert Murdoch. Vous le dites, hein, vous citez quelques recettes de Fox News qui lui ont permis d'asseoir sa popularité et devenir la chaîne d'info numéro 1 aux États-Unis. Et CNews est exactement c'est le même train, quoi. Oui, il y a plusieurs éléments, mais peut-être rapidement, juste un élément très important, c'est le côté, c'est le style populiste, où on va souvent critiquer le travail d'autres journalistes, d'autres médias plus prestigieux. Si on écoute Fox News, ou si on regarde Fox News, ou si on regarde CNews, on va souvent critiquer le New York Times, souvent critiquer le service public français, et ces médias-là sont assimilés aux élites culturelles, et puis Fox News et CNews, les deux, ils parlent au nom des gens ordinaires, entre guillemets. Ouais. Donc Fox News, ils vont souvent utiliser le oui, le nous. CNews vont beaucoup dire, les chroniqueurs vont dire les Français veulent ça, les Français veulent ça. Ouais. Donc il y a des éléments de style, de forme en fait, qui sont très similaires. Puis les deux fonctionnent aussi comme ont des liens avec des politiciens, avec des partis politiques de droite et de l'extrême droite. Et de l'extrême droite. Il y a quand même un visage de l'Amérique, je trouve, et vous vous attardez évidemment plus sur le centre, sur la Rust Belt, oui. Qui est cette partie de l'Amérique où il y avait toutes les industries autrefois et de moins en moins d'industries aujourd'hui. Et moi, en lisant ça, j'éprouvais vraiment une forme de tristesse, parce que c'est des choses qu'on connaît chez nous aussi. Il y a effectivement des pans entiers de la population ou des zones géographiques qui, avec la fin de la révolution industrielle, on va dire, la fin de l'industrialisation, c'est des gens qu'on a laissés à l'abandon, quoi. Et ça existe chez nous en Europe aussi, hein, en Belgique aussi d'ailleurs. Oui, c'est aussi, il faut aussi pas oublier la responsabilité que porte la gauche, gauche au pouvoir, et donc beaucoup d'électeurs sont aussi déçus par la gauche, par l'expérience d'avoir la gauche au pouvoir. Donc il y a aussi un taux d'abstention qui est très élevé dans ces zones désindustrialisées. Ouais. Non seulement le vote d'extrême droite, mais aussi beaucoup de gens qui ne votent plus, qui votent pas, qui votent plus, qui croient plus dans la politique. Donc il y a une forme de résignation, d'aliénation qui est très, très profonde aussi. Ils se disent de toute façon qu'on vote à gauche ou à droite, à quoi bon, quoi. C'est le tous pourri qu'on a déjà tous entendu. C'est la même chose aux États-Unis. Il n'y a pas de raison que ce soit différent d'ailleurs. Hein. Oui. Ouais. Vous vous baladez dans ces petites villes, parce que ce sont des petites villes un peu oubliées dans la Rust Belt. Vous rencontrez des gens. Le contact est facile quand vous rencontrez les gens. Ces gens-là, ils vous parlent facilement ? Oui. Je pense que parce que je n'avais pas une approche condescendante où le but c'était de parler avec des gens. Ouais. Vous expliquez que c'était pour un livre aussi. Hein, donc, je disais bien sûr que c'était pour un livre. Moi aussi, en tant qu'Américain, c'est peut-être plus facile parce que j'ai grandi aux États-Unis. Je peux dire que je fais ça pour un public. J'ai dit que je faisais ça pour un public européen et qu'ils voulaient comprendre finalement pourquoi les gens votaient plus à gauche. Et les gens, ils ont envie de s'exprimer, de parler. Donc ça, c'est un peu mon côté journalistique, je sais comment parler. Ouais. Heureusement. Et heureusement. Est-ce que vous, en discutant avec eux, il y en a que vous avez été amené à faire réfléchir un petit peu quand même sur l'évolution des choses et sur leur choix, ou bien ils sont tellement embrigadés, je dirais que c'est compliqué? Non, je pense qu'il faut essayer de comprendre pourquoi les gens votent pour les partis pour lesquels ils votent. Donc j'ai toujours, ça m'a donné encore plus ça m'a fait évoluer parce que on a de la compassion pour ces gens quand on vous lit, quand on les lit, quand on les écoute, on a de la compassion pour eux parce qu'ils souffrent. Oui, ils souffrent, mais tout le monde ne souffre pas non plus. Et d'ailleurs, ce que j'allais dire, je pense qu'il y a une chose qui m'a vraiment frappé, plusieurs choses qui m'ont frappé, mais quand je pense à quand je suis allé à un meeting avec des républicains très évangéliques, quand ils m'ont parlé de comment ils voyaient Trump, je dois vous dire que là, pour le coup, ça m'a vraiment fait réfléchir parce que j'ai pas grandi dans un coin évangélique. Moi, je viens du nord-est des États-Unis. La Nouvelle-Angleterre, donc c'est l'Amérique presque européenne, quoi. On peut le dire comme ça, peut-être. Mais ils ont une vision très, très différente. Donc, pour eux, Donald Trump, même s'il est humainement, personnellement, pas le meilleur chrétien,
c'est quelqu'un qui essaye de... si vous voulez, on est tous dans le péché, de leur point de vue. Donc Trump, c'est pas vraiment pire que les autres. Oui, à un moment donné, vous leur faites remarquer, mais enfin, comment vous pouvez soutenir un président qui couche avec des prostituées, qui vole, qui ment, enfin, je veux dire, c'est pas un bon chrétien. Oui, mais il reconnaît ses péchés. Oui, c'est ça. C'est un peu contrairement à moi, par exemple, où je pense que pour d'autres journalistes ou des démocrates, eux, ils savent même pas qu'ils sont en train de pécher. Évidemment, ça c'est leur point de vue, ça c'est leur vision des choses. Ouais, mais on se souvient que quand même déjà à l'époque de Bill Clinton, il y a un truc qui nous avait un peu surpris, je trouve, en tant qu'Européens, c'est quand dans l'affaire Lewinsky, en fait, reconnaître ses torts et présenter ses excuses. Et on passe à autre chose, quoi. Ça nous paraît... Enfin, moi, ça me paraissait un peu surréaliste, je dois dire. Sauf que même, oui, je pense que Donald Trump, on est sur un niveau de... ah oui, il est beaucoup plus loin. Ouais, beaucoup plus loin. C'est pas du tout... C'est pas là, ça n'a rien à voir. De ce point de vue-là. Ça a été un long périple à travers les États-Unis dans ces petites villes, parce que ce sont des petites villes aussi, dans lesquelles il faut aller voir. C'est pas New York, c'est pas Los Angeles. Il y a de la pauvreté partout, évidemment. Mais ici, on est quand même dans une espèce de pauvreté systémique, quoi. Et aussi des déserts culturels, quelque part. Oui, il y a les salaires qui stagnent. Souvent, ce qu'on retrouve dans mes reportages aussi, quand je pense au coin que j'ai visité aux États-Unis, on voit qu'il y a un manque d'opportunités économiques, un manque d'emplois qui paient bien finalement aussi, ce qui peut faire penser aussi à certaines régions françaises ou d'ailleurs belges en Europe. C'est pareil. Donc oui, il y a évidemment beaucoup de choses en commun. Vous parlez aussi pas mal des syndicats. Le syndicat aux États-Unis s'est organisé de manière assez différente de chez nous en Europe. D'ailleurs, c'est très peu existant finalement. Alors, on se souvient des vieux films avec des syndicats qui organisaient des grèves phénoménales. Tout ça aujourd'hui, ça n'existe quasi plus. Les syndicats sont presque plus existants aux États-Unis. Parce que vous voulez aussi la montée du Trumpisme, si on peut l'appeler comme ça, la montée de l'extrême droite aux États-Unis, c'est aussi en quelque sorte l'histoire du déclin du syndicalisme, qui était quelque chose qui non seulement faisait avancer les intérêts les plus directs, concrets de millions de travailleurs, mais aussi qui faisait partie du tissu social, qui était un vecteur de conscience de classe, de lieu de sociabilité. De sociabilisation. D'information, de sociabilité. En fait, aujourd'hui, il ne reste que l'Église, quoi, comme lieu de sociabilisation. Voilà, il y a l'Église, et je cite dans le livre... aussi, il y a un ouvrage sociologique très connu aux États-Unis qui s'appelle Bowling Alone, qui parle des gens qui vont faire du bowling. De la solitude, quoi. De la solitude. C'est une société très atomisée aussi. Donc, le syndicalisme, finalement, aujourd'hui, on a à peu près 10% des salariés américains qui sont syndiqués, et ces 10%-là votent beaucoup moins à l'extrême droite. Donc, si vous avez envie qu'il y a une alternative qui émerge aux États-Unis, c'est un peu une source d'espoir. Quand on voit, il y a le début d'un renouveau du syndicalisme aux États-Unis, avec des campagnes en cours à Amazon, Starbucks. J'ai rencontré des salariés dans l'automobile dans le sud, dans l'Alabama, qui font une campagne. Donc, il y a quand même... c'est le début, on va dire, le début d'un renouveau. Oui, parce que vous faites remarquer aussi qu'avec les syndicats, c'est comme ce qui s'est passé en Europe il y a un petit temps déjà maintenant, arrivent des meilleurs salaires, arrive une protection sociale, des gens qui peuvent se soigner et qui ne sont plus obligés de choisir entre se soigner et manger, parce que c'est ça la réalité pour certains aujourd'hui. Absolument. Et puis aussi, quand ça a des répercussions politiques, parce que quand vous avez votre syndicat qui, en plus de dire tout ce que vous venez de dire, vous dit peut-être il faudrait pas voter pour le candidat de l'extrême droite qui veut nous diviser, nous affaiblir. Vous êtes plus apte à écouter ce genre de message si ça vient d'un syndicaliste que vous connaissez, que vous connaissez, que si vous entendez ce message qui vient d'un politicien que vous voyez à l'antenne, que vous écoutez à l'antenne, par exemple. Il y a ces liens de proximité qui sont très importants. Donc, la reconstruction du syndicalisme pourrait basculer, pourrait retransformer les États-Unis. On en est loin toujours. Oui, il y a encore du chemin à faire, je crois aussi. Vous êtes américain ou franco-américain, en fait ?
Alors, je suis franco-américain, je suis né en France de parents américains, mais j'ai grandi aux États-Unis. Ouais. Donc, je suis bénéficiaire du droit du sol aussi en France. Donc, droit du sol qui existe aux États-Unis et en France. Oui, qu'on essaie d'abolir aux États-Unis, en tout cas. Et en France aussi. Et en France aussi, c'est vrai. Le monde change quand même à une vitesse, c'est phénoménal et pas dans le bon sens. Mais du coup, est-ce que quand vous êtes en Europe, vous êtes un peu obligé, entre guillemets, de jouer l'Américain qui vient expliquer, ouais, c'est un pays très différent du vôtre, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça marche et pourquoi c'est différent. Et à l'inverse, quand vous êtes aux États-Unis, vous êtes un peu l'Européen de service ? Peut-être en quelque sorte. Je me retrouve à faire ça. En plus, avec la réélection de Donald Trump, évidemment, les gens ont beaucoup de questions. Et puis, c'est ça, on peut le dire comme ça. Ça a vraiment fragmenté les familles, l'élection de Trump. Enfin, la politique aux États-Unis, c'est quelque chose qui fragmente les familles aujourd'hui, qui les divise. C'est des sujets qu'il vaut mieux éviter à table. Oui, bien Parce qu'historiquement, il me semble qu'il y avait quand même, on pouvait parler de politique à table entre Américains et on pouvait parler d'argent. C'était deux sujets qui n'étaient pas tabous. Vous savez, il y a toujours le cliché du repas de Thanksgiving en novembre où tout le monde discute entre et les familles. Voilà, vont souvent avoir des débats politiques à ce moment-là. Donc oui, mais on peut dire qu'on est dans un pays de plus en plus clivé. Ça, c'est certain. Ouais. Les démocrates, quand même, sont assez mal positionnés. D'abord, la présidence de Biden n'a pas été, ça n'a pas vraiment fait des flammes, des étincelles. La vice-présidente Kamala Harris a été complètement absente et invisible. Et la campagne a été désastreuse. Et aujourd'hui, on a l'impression que plus de 100 jours plus tard, ils ont toujours du mal à remettre la machine en route. Ouais, je pense que les démocrates étaient vraiment sous le choc après la réélection de Donald Trump. Donc le moment qu'on a vécu il y a quelques mois, qu'on est toujours en train de vivre, n'est pas du tout comparable à ce qu'on a vu en 2017, où il y avait un peu ce sentiment de choc, de se dire, un message qu'on entendait souvent à l'époque, c'était, il ne faut pas que ça devienne normal, il faut pas qu'on accepte le fait d'avoir un président comme Trump en 2017. Alors cette fois-ci, quand vous voyez qu'il a été réélu... Eh bien... Voilà, donc il y a un peu beaucoup d'Américains qui sont réveillés en se disant finalement c'est peut-être nous la minorité. Donc je pense qu'il y a ce moment de choc. Je dois dire quand même que malgré le Parti démocrate ne fait pas grand-chose, peut-être on a du mal à se positionner. On voit quand même des signes d'une résistance plus importante qui émergent. On a vu les manifestations hands off, donc contre les réformes de Trump et de Elon Musk. On voit aussi des meetings organisés par Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez, députée de New York, y compris dans les zones qui votent républicains. Donc il y a quand même des signes. Oui, ils vont les chercher, quoi. Ils vont les chercher, littéralement. Mais c'est pas aussi parce que finalement le Parti démocrate n'existe plus, parce qu'il est très fragmenté entre des centristes et des gens qui sont vraiment très à gauche, comme Bernie Sanders ou comme Ocasio Cortez. Je pense qu'il faut voir le Parti démocrate comme une grande coalition, comme on voit le Parti républicain. Je disais tout à l'heure, Ils ont l'air plus unis en tout cas, côté républicain, même si c'est une façade. Oui, ils sont peut-être plus unis, mais même je dirais aujourd'hui, on a d'un côté les classes populaires les classes populaires, on a aussi des électeurs républicains classiques, petits patrons, commerçants, etc. Ils sont pas d'accord sur tout. Mais en effet, le Parti démocrate, on voit les mêmes fractures. Moi, je me rappelle toujours ce que disait AOC, donc la députée de New York, Ocasio-Cortez, pendant la présidence Biden. Elle a dit, je pense que si j'avais été en Europe, on fera pas partie du même parti politique. Donc le système bipartite américain oblige les gens à choisir entre deux camps en quelque sorte. On pourrait voir la fin de ce système bipartisan où on aurait un petit éclatement des partis avec plus de nuances entre guillemets. C'est possible, mais il faut comprendre aussi que le système électoral favorise le bipartisme. Après, aujourd'hui, vu toute l'instabilité, les incertitudes, je pense qu'il faut toujours être prêt à avoir pour cette possibilité. Donc, je ne sais pas. Votre cœur d'Américain saigne quand vous lisez que les voyages vers les États-Unis chutent de 15%, de 16%, que les gens hésitent à y aller passer leurs vacances parce qu'ils ont peur de se faire coincer à la frontière avec leur téléphone s'ils ont dit du mal. Je pense que je les comprends très bien. C'est dingue quand même. Donc on a réinventé le délit d'opinion aux États-Unis, la plus grande démocratie du monde.
On a toujours, heureusement, le premier amendement de la Constitution qui garantit la liberté d'expression, mais en effet, le parti républicain et Donald Trump n'ont pas la même, on va dire, la même compréhension, la même lecture que le reste du pays. C'est passionnant. C'est pas un énorme livre, c'est un peu moins de 200 pages, mais Le Miroir américain de Cole Stengler est absolument passionnant. On y parle aussi de Ross Perot, cet indépendant qui s'était présenté à un moment donné aux élections et qui peut-être avait attiré aussi les votes de mécontents qui voulaient voter ni à gauche ni à droite, mais il a fait une élection, il n'a pas eu énormément de succès non plus. Et puis aujourd'hui, de temps en temps, on en voit un comme ça, un écologiste ou un indépendant, un milliardaire. Souvent, il faut quand même avoir de l'argent pour faire de la politique aux États-Unis. Donc on ne sait jamais, peut-être que le salut pourra venir d'un outsider. C'est possible, vraiment. Aujourd'hui, même Bernie Sanders, il dit dans ses meetings, il encourage les gens à se présenter aux élections en tant que démocrate ou indépendant. Donc on ne sait jamais. Wait and see. Voilà. Merci beaucoup, Cole Stengler. Merci à vous.